bonjour à tous. Donc je m'appelle Grégoire Gescovitch, je suis doctorant au LASTIC sous la supervision de Bruno Vallée. Et je vais essayer un peu de vous présenter les travaux de recherche qu'on a en cours et qui portent sur la modélisation 3D des réseaux. Donc on l'a vu ce matin, quand on fait des jumeaux numériques, il y a toute une partie d'abord de modélisation sur laquelle on va pouvoir intégrer des données. Et donc se pose la question de comment on peut faire ces modélisations. Est-ce qu'on peut essayer de les faire de façon automatique pour les mettre à jour en fonction d'observations de la Terre. Et je vais un peu me concentrer sur un problème assez précis, vous allez le voir, qu'on peut rencontrer. Donc l'objectif auquel on s'attache est d'essayer d'obtenir des réseaux. Alors ça va faire plaisir à certains, on ne va pas s'intéresser qu'à la route, mais aussi aux rails et puis aux réseaux fluviaux. Et la question qu'on se pose, c'est d'essayer d'obtenir dans nos modèles des réseaux qui seront navigables. C'est-à-dire que l'adage le dit, toutes les routes mènent à Rome. L'idée, c'est qu'un graphe routier ou un graphe ferroviaire, il est continu. Il n'est pas censé y avoir de déconnexion entre le réseau. Et donc, l'idée, c'est de voir, est-ce que c'est envisageable d'obtenir un graphe qui serait sans déconnexion, sans discontinuité. Ces discontinuités, en fait, donc pour obtenir ces modèles 3D, en fait, aujourd'hui, c'est assez facile à obtenir à partir de données aériennes ou satellites. Aujourd'hui, on a des dispositifs d'observation qui nous permettent d'obtenir un modèle qu'on obtient, par exemple, qu'on peut retrouver en libre accès sur Google Maps de 3D, où on en conviendra assez réaliste. Mais malheureusement, comme c'est des données qui sont obtenues à partir d'avions ou de satellites, on a toujours le problème de masque pour tout ce qui va être souterrain. Un exemple à gauche, par exemple le tunnel des Tuileries, où on ne va pas avoir d'informations sur ce qui se passe exactement sous le tunnel, mais en fait ça se retrouve à plein d'autres endroits. On va avoir le problème dès qu'on passe sous un pont ou même sous la canopée des arbres. Et donc notre problématique était de se dire comment essayer de reconnecter les réseaux à cet endroit-là. Peut-être, voilà un autre exemple ici, on s'en rend bien compte. Donc là, une autre forme de visualisation. Donc quand on veut essayer d'extraire ce réseau routier ou ce réseau ferroviaire, en fait aujourd'hui, à partir des modèles 3D que je montrais à la slide précédente et avec des algorithmes de deep learning, aujourd'hui on arrive facilement à identifier quelles sont les zones où on va avoir des bâtiments, des routes. Et une fois qu'on a ces zones, on va pouvoir extraire finalement des composantes connexes qui vont correspondre à des portions de réseau routier ici en gris ou ferroviaire en violet. Et on observe que dans ces zones dont j'ai parlé, par exemple à ce niveau-là où on passe sous un pont, ou à ce niveau-là où on a un passage à niveau, et ces réseaux se retrouvent déconnectés. Ce qu'on observe ici en 2 dimensions, pardon, bon, je vais le faire à la souris, à ce niveau-là. Donc nous, c'est le problème auquel on s'est attelé. Voilà la proposition, comment on a essayé de résoudre ce problème. La première question auquel on s'est attelé, c'est est-ce qu'on peut identifier les endroits, les lieux où finalement il y a une déconnexion. Par définition, on cherche quelque chose qui donc n'existe pas, ce qui peut poser problème. Donc la façon dont on a eu de résoudre cette question, c'est de se dire, en fait, on va essayer d'avoir un critère assez simple pour identifier potentiellement tous les endroits où il pourrait y avoir un problème de déconnexion, et ensuite on va essayer de chercher à évaluer parmi tous ces endroits lesquels sont pertinents et lesquels ne le sont pas. Donc comme base pour tous les endroits où il pourrait manquer de reconnexion, en fait, on a utilisé un critère géométrique assez simple, qui est un critère de minimisation de distance. Le principe ici, il faut imaginer en turquoise deux morceaux de réseau routier à gauche et à droite. Et en fait, on va chercher tous les endroits où, si on crée un lien entre ces deux réseaux, si on bouge très légèrement le point d'ancrage sur chacun des réseaux, en fait, la distance va augmenter. C'est ce que j'ai représenté à gauche, où on voit un lien potentiel en vert qui minimise la distance. Et si on essaye de déplacer un petit peu ce lien en considérant les 2 liens rouges, on voit qu'on augmente notre distance. Donc ça a été notre façon d'obtenir tous les liens qu'on va utiliser et qu'on va essayer de filtrer pour savoir lesquels on garde. C'est ce qu'on voit à droite. On voit qu'on en a beaucoup trop, parce qu'il y a plein d'endroits où les réseaux comme ça semblent se rapprocher, mais en fait il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu pour justifier ou pas que ces liens sont à garder. Comment on a fait ensuite pour essayer de garder certains liens et pas d'autres? En fait, on s'est posé directement la question de nous, ce qu'on cherche, c'est pas un graphe, c'est une vraie représentation 3D, et donc on va chercher à vouloir modéliser, à vouloir dessiner finalement ces surfaces de réseau
qui n'existent pas. On va vouloir chercher à creuser les tunnels qui n'existent pas sur notre vue 3D, ou à dessiner les lieux des passages à niveau, ce genre de choses. Donc pour ça, en fait, on s'est doté d'une représentation paramétrique de ces surfaces. Pardonnez-moi, je vais être un peu technique, mais c'est pas très important si vous avez, enfin, si c'est trop compliqué. Donc dans l'idée, ici à gauche, j'ai un lien en bleu qu'on va essayer de reconstruire, et on a découpé ce lien en petites tranches de 15 ou 20 cm, et pour chacune de ces tranches, en fait, on va permettre à notre surface d'avoir une largeur avec un sous-ensemble de points qui vont déterminer son contour, et puis pour chacun de ces points, une altitude. Donc en fait, quand on paramètre notre surface comme ça, on se restreint à un sous-ensemble de surfaces données, c'est-à-dire des surfaces qui ressemblent un peu à des rubans en 3 dimensions, c'est-à-dire que latéralement, ces surfaces sont horizontales, mais ce qui est en fait une bonne heuristique quand on considère les réseaux qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'une route, potentiellement, elle va pouvoir monter dans le sens ou descendre dans le sens de la route, mais on ne connaît pas de routes qui sont penchées à 45 degrés dans le sens transversal. C'est pareil pour des rails, et c'est pareil en fait pour les réseaux fluviaux. Une fois qu'on a ces surfaces, en fait, on va chercher à déterminer pour un lien donné quelle pourrait être la surface la plus crédible à reconstruire au niveau de ce lien. Et pour ça, on se base sur différents critères qui, pareil, qui nous viennent de certaines heuristiques sur ces réseaux qui sont assez classiques. Le premier critère, ça va être la régularité de la surface qu'on cherche à reconstruire. En fait, on sait, et c'est encore plus vrai pour les réseaux ferroviaires, que vous n'avez pas de virage à 90 degrés sur des rails. C'est le cas aussi sur les routes à une certaine échelle. C'est un peu moins vrai sur les réseaux fluviaux. Il y a aussi une continuité de la largeur en fait, on sait un peu déterminer quand il y a un tunnel ou par exemple un pont, on sait imaginer quelle va être la largeur du réseau qui passe en dessous. Imaginons qu'on ait une situation où on voit un pont, 3 voies qui rentrent à gauche sous le pont, 3 voies qui ressortent à droite sous le pont. On imagine bien qu'il y a 3 voies sous le pont et que ça ne va pas passer d'un coup à une voie. Donc voilà, on peut avoir des idées de quelle est la largeur attendue de la surface qu'on cherche à reconstruire. On a pareil une régularité d'altitude, toujours la même question par exemple, on a une pente limite quand on considère des rails, les trains ne peuvent pas monter des pentes trop élevées, c'est pareil pour les voitures, et c'est aussi très vrai pour les réseaux fluviaux, à part à des endroits de discontinuité comme des écluses ou des cascades, mais c'est assez facile à traiter. Ensuite, on a des critères de continuité au bord, c'est-à-dire que quand on cherche à reconstruire notre surface, par exemple, qui va passer sous un pont, on sait que cette surface, elle doit être compatible, elle doit venir relier 2 réseaux qu'on constate à gauche et à droite du pont, et donc en fait il n'y a pas de raison qu'il y ait de discontinuité au niveau de nos réseaux à ces endroits-là. Et puis finalement, en fait, on a ce qu'on pourrait appeler une attache aux données, c'est-à-dire que très bien, la surface qu'on cherche à reconstruire, on ne l'observe pas, elle est sous terre, mais on a quand même quelques contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas imaginer qu'une route passe sous une autre route avec seulement une différence d'altitude de 50 cm ou d'1 mètre. On a des hauteurs au moins minimales à respecter. C'est pareil pour pouvoir faire passer une voiture, c'est pareil pour un train, c'est pareil un peu moins vrai pour les fleuves, mais en fait, il y a quand même beaucoup de zones où il faut pouvoir faire passer un bateau, et donc on a quand même un critère minimum de différence d'altitude, et puis il y a des zones où la surface qu'on vient reconstruire en fait, va être tangente avec la surface observée, et à ces endroits-là, il faut que on ait une compatibilité de la labellisation, c'est-à-dire que si c'est une surface dont on sait qu'elle représente par exemple un trottoir ou un sol végétal, et on ne va pas pouvoir faire passer à cet endroit-là une surface qui serait une route, puisqu'on sait que ça n'est pas une route. Comme je le disais, on a un critère sur la largeur. Comment on a essayé de déterminer donc la largeur de la surface qu'on va vouloir reconstruire? Pour ça, on a simplement regardé les réseaux avoisinants qu'on est en train de reconnecter, et on est venu moyenner les largeurs qu'on constate à gauche et à droite des surfaces qu'on est en train de reconstruire. Donc là, voilà un exemple sur quelques réseaux où on voit les largeurs qu'on obtient. À partir de ces largeurs et de ces différentes contraintes, en fait, on utilise notre surface, elle est paramétrée, donc on a un sous-ensemble assez fait, de pas de très grande taille de paramètres qu'on va chercher à venir optimiser à l'aide de ces contraintes. Et donc là, on voit un exemple des surfaces qui vont pouvoir être
obtenu à partir de avec ce solver en minimisant ces contraintes. Donc on observe par exemple au centre qu'on a une légère courbe par exemple de ces rails qui a été constatée à cause de l'environnement qui a forcé la minimisation à venir courber ce segment de surface. Comme on le disait, nous, ce qui nous intéresse, c'est une modélisation en 3 dimensions. Donc, malgré le fait que tous ces réseaux soient en fait intrinsèquement plutôt bidimensionnels, on a quand même une notion de volume. Et donc, dans l'idée, c'est une fois qu'on a obtenu ces surfaces, en fait, on va venir creuser notre modèle continu pour venir créer ces tunnels ou ces passages sous la canopée. Pour ça, pour l'instant, on s'est fixé un paramètre de 3 mètres en disant, en fait, quand on regarde un peu la réalité du terrain, il y a rarement des tunnels qui font moins de 3 mètres d'altitude, ou pareil pour les fleuves. Et donc, c'est le critère qu'on a utilisé. En fait, ici, c'est compliqué à partir de modèles obtenus vus du ciel, d'essayer de trouver en fait quelle est la hauteur de l'objet qu'on est en train de reconstruire. Potentiellement, si on a des informations sur les façades, c'est quelque chose qu'on pourrait obtenir, mais pour l'instant, on ne s'est pas penché sur cette question. Donc voilà, par exemple, ce qu'on arrive à obtenir. On voit ici qu'on arrive à reconnecter ici des réseaux ferrés ou routiers dans des cas un peu compliqués où en fait on va avoir une succession de plusieurs tunnels les uns après les autres avec des endroits où on retrouve les données au centre. On a eu quand même un problème, c'est qu'on le voit ici par exemple au niveau de ce passage à niveau, en fait, très bien, on a reconnecté le réseau routier, mais en fait on vient de déconnecter le réseau ferroviaire, ce qui est un peu dommage. Et donc l'étape d'après, ça a été d'essayer d'identifier ces zones pour en fait, rajouter une nouvelle classe d'objets qui n'existait pas avant, que sont les passages à niveau, ou qui vont permettre à la fois d'avoir une continuité du réseau routier et du réseau ferroviaire. Quelles sont les perspectives? Donc là, c'est vraiment un travail en cours. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Comme vous le voyez, en fait, on est sur une évaluation de nos résultats qui est assez qualitative, c'est-à-dire que on a plusieurs zones. Là, ce que je vous montrais, c'était pour ceux qui ont peut-être reconnu, c'est à Montpellier face au Palais des Congrès. Voilà, il y a plusieurs zones où on fait des essais, mais on n'a pas aujourd'hui d'évaluation quantitative de à quel point notre méthodologie fonctionne et pareil, en fait, les réglages, j'ai parlé de minimisation sous contrainte. Forcément, il faut équilibrer les différentes contraintes, et ça, c'est quelque chose qu'on a fait à la main. Donc la perspective, c'est un peu d'essayer de voir comment on pourrait évaluer quantitativement ce qu'on fait, afin de, par exemple, essayer d'optimiser les poids qu'on va utiliser. Donc à la fois quantitatif sur, en fait, est-ce qu'on loupe des connexions, est-ce qu'au contraire, on en filtre trop? Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait savoir qu'il y a une reconnexion et en fait notre méthodologie ne retrouve pas cette reconnexion? On pourrait faire ce qu'on n'a pas fait encore, une évaluation quantitative finalement de la navigabilité. Est-ce qu'une fois qu'on a fait ça, on n'obtient bien qu'un seul graphe pour les rails, un seul graphe pour les routes et un seul graphe pour les milieux fluviaux? Et puis on pourrait essayer d'avoir une évaluation aussi qualitative de finalement la forme qu'on reproduit. Nous, ce qu'on cherche à faire, on n'a pas l'information sur à quoi ressemblent ces souterrains, mais on essaye de produire la surface la plus probable. À quel point cette surface la plus probable, elle est vraiment en adéquation avec la vérité terrain de ce qu'on fait. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Merci, du coup, Pierre-Antoine, là, je présentais juste avant. J'ai une question, du coup, justement sur la validation, pour la validation quand vous cherchez à reconnecter les différents réseaux entre eux, etc. Est-ce que vous avez déjà des idées un petit peu de stratégie envisageable, ou parce que là, comme ça, en fait, en présentant les choses, on me disait, finalement, en mettant une balise GPS sur les usagers finalement du réseau, ça vous permet d'identifier les connexions qui manquent entre les différents brins de réseau. Par exemple, une balise sur un train, si tous les trains apparaissent à un moment et disparaissent pendant un temps et puis réapparaissent après, on sait qu'il y a une connexion qui est existante ici et qui est effective. Pareil pour les véhicules ou l'eau, etc. Enfin, on pourrait imaginer ça pour plusieurs usages. Alors, c'est une bonne idée. Nous, on a aussi pensé, en fait, on a l'avantage à l'IGN d'avoir la BD Topo où il y a... Là, l'idée, c'est de partir vraiment uniquement des observations. On voit tout ce qu'on utilise, c'est... voilà, dans la représentation que j'avais, la géométrie vient du LiDAR HD.
et la sémantique vient d'un algorithme qu'on utilise dans le cadre d'un projet qui s'appelle AI4Geo. Mais on a l'avantage d'avoir plein de données qui ont été saisies aujourd'hui à la main, donc on pourrait très bien essayer d'aligner le graphe que nous on obtient en extrayant nos polygones et en récupérant les squelettes du graphe qu'on a aujourd'hui sur la BD Topo et voir aux endroits auxquels il y a une connexion dans la BD Topo qu'on n'a pas nous ici en 3D. Mais utiliser les traces GPS pourrait être aussi une solution. Ça revient pareil à essayer de mapper en fait différents réseaux. Voilà, l'avantage ici, c'est d'essayer en fait de pouvoir, pour la validation, on va avoir besoin de saisie, mais dans l'idée, c'est qu'après, on n'ait plus besoin de saisie et d'utiliser directement des observations. Bonjour, Cécile Duchesne, enseignante-chercheur au Elastic. Du coup, moi, tu as partiellement répondu à ma question, mais qu'à moitié, je me posais la question, quel est l'intérêt de choisir de ne pas utiliser de données vectorielles déjà saisies? Est-ce qu'il y a des hypothèses particulières sur les conditions d'utilisation de ton travail ou... Il y a deux réponses. D'abord, en fait, je ne l'ai pas dit ici, mais en fait, dans la suite, potentiellement, en fait, on voudrait inverser la chose, c'est-à-dire, si on cherche à faire, comme on cherche à le faire en ce moment à IGN, un jumeau numérique tridimensionnel, en fait, on va avoir envie de recréer des objets qui sont compatibles avec ce qu'on sait déjà du monde grâce à la BD Topo. Et donc, en fait, on pourrait imaginer ne pas chercher à identifier les liens, parce que ça, on les a aujourd'hui dans la BD Topo, mais plutôt à l'inverse, dire si j'ai des liens, par contre, on a envie de reconstruire les surfaces, et donc dire, en fait, tous les endroits où j'ai des liens, maintenant, on a un bon critère et une bonne méthodologie pour reconstruire ces surfaces. Premier élément de réponse. Et deuxième élément, il y a quand même beaucoup de gens, ça intéresse beaucoup de monde, la détection de changement sur ces différents graphes. Et donc forcément, détection de changement dit observation sans source de données pour pouvoir identifier les endroits où le réseau, il y aurait des évolutions de réseau, ce qui justifie aussi de devoir le faire dans ce sens-là. En fait, oui, on cherche à vouloir le faire dans les deux sens.